Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Adjé et aujourd'hui je vais rapidement vous présenter ma nouvelle formation sur la rhétorique et l'esprit critique. Comment est-ce qu'on peut modifier son discours pour convaincre et surtout comment connaître les techniques rhétoriques pour ne pas se faire piéger par un discours, qu'il s'agisse d'un discours médiatique ou autre, ou politique. Déjà, c'est quoi la rhétorique? La rhétorique, c'est l'art de persuader, de convaincre ou d'impressionner un public en utilisant les mots de manière efficace. Dans ma formation, on ne va pas s'arrêter aux mots, on va aussi montrer comment les images, les vidéos peuvent convaincre en jouant notamment sur l'émotion. Dans tous les cas, il y a une histoire d'influence. Et j'ai commencé par montrer que nous, êtres humains, nous sommes des créatures sociales et nous sommes très influençables. Voici un exemple, c'est une expérience très connue que je vais montrer, qui s'appelle l'expérience de H. Je ne vais pas la montrer ici, mais en gros, ça montre que, en fonction du contexte et de ce que disent les autres, les gens vont adapter leurs réponses et ou se convaincre qu'ils ont tort, par exemple, de cette expérience, c'est par rapport à une longueur de ligne. Je montre la vidéo, bien sûr, en présentation. Un autre exemple que j'aime beaucoup utiliser pour dire moi je suis pas influençable, en fait si on est tous et toutes influençables, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Imaginez par exemple que vous devez acheter un nouveau chargeur de téléphone sur Amazon et vous avez le choix entre ce premier chargeur qui a 2686 bonnes notes et un autre qui a plus de 3000 mauvaises notes. Lequel on prend? Bien sûr le premier. Donc on est influençable en soi, mais c'est pas une mauvaise chose. En fait, ça dépend du contexte, d'accord? Donc pour résumer, l'influence sociale de toute façon, c'est ce qu'on est, ça nous définit. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Et la rhétorique, c'est le moyen d'influencer en utilisant des techniques rhétoriques, que ce soit le choix des mots, de l'argumentation, de la logique, de l'émotion, de l'éthique, etc. Donc voilà. Donc maintenant, je commence ma présentation par quelques mots importants pour comprendre comment fonctionne la rhétorique. D'accord? Il y a trois mots-clés d'abord, c'est l'orateur, l'auditoire, l'interlocuteur. L'orateur, c'est la personne qui tente de convaincre. L'auditoire, c'est la personne que l'on cherche à convaincre. Et l'interlocuteur, c'est la personne à qui on s'adresse en tant qu'orateur, sachant que auditoire et interlocuteur ne sont pas forcément les mêmes personnes. Il y a quatre types de rhétorique. Il y a le monologue. On essaye de convaincre un auditoire et personne ne nous coupe la parole ou ne nous interrompt. Donc l'orateur convainc l'auditoire, pas l'interlocuteur. Ça va être par exemple un discours politique. Délibération, on débat avec une personne et on va tous les deux s'influencer. Donc moi, j'essaye de convaincre l'autre personne, qui en échange essaie aussi de me convaincre pour arriver à ce qu'on appelle un consensus. Donc en fait, les différentes personnes de cette délibération sont à la fois orateurs, auditoires, et interlocuteurs. Orateurs parce qu'ils veulent convaincre, auditoires parce que l'autre personne cherche à les convaincre, et interlocuteurs parce qu'ils parlent à d'autres personnes. Un couple qui cherche quoi faire ce soir. Moi, je veux regarder une série. Ma compagne veut aller dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, peut-être que, je sais pas, on regarde qu'un épisode, puis on va dehors. Ou aujourd'hui, on va dehors et demain, on regarde un épisode. C'est de la rhétorique au quotidien, appliquée au quotidien. Compétition, là, c'est une autre manière de faire de la rhétorique. C'est quand le but, c'est pas de convaincre les personnes à qui on parle. C'est un auditoire qui nous écoute mais qui n'intervient pas, et nous, on parle avec d'autres personnes. D'accord? Un débat politique, c'est exactement ça. Le but, c'est pas de convaincre ton opposant politique de venir dans ton camp, mais de convaincre ceux qui regardent le débat. Enfin, le conflit, là, c'est juste qu'on a envie de se battre. On cherche pas à convaincre personne, c'est juste que on aime le plaisir de la joute verbale. Un repas de famille, par exemple, c'est souvent ce qui se passe. Euh, donc voilà, là, je montre quelques exemples de ces différents rhétoriques. Et ensuite, je parle de l'endogroupe et d'exogroupe. En fait, est-ce qu'on veut convaincre les gens de notre groupe social, par exemple, ou d'un groupe opposé? Par exemple, Joe Biden, pour les élections américaines, il veut convaincre tous les Américains. Pas que le groupe des démocrates, mais il veut que les républicains modérés, par exemple, s'associent à lui. Donc il va chercher de convaincre à la fois l'endogroupe et l'exogroupe. Trump, c'est l'inverse, il veut convaincre uniquement son propre groupe, donc des républicains assez radicaux, en espérant qu'il y en ait assez qui soient motivés pour aller voter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, c'est un choix de rhétorique, c'est un choix stratégique politique, et c'est important d'en avoir conscience pour comprendre ce qui se passe. Encore une fois, je mets quelques exemples par rapport à ça. Un exemple de monologue, c'est le film Independence Day où le président va justement essayer de galvaniser les gens pour aller au combat. Et on va prendre cet exemple-là. Bonjour. On va pas aller jusqu'au bout, mais je le montre bien sûr, pour montrer les trois manières de faire la rhétorique. Ethos, pathos, logos. Ethos, c'est par rapport à l'éthique, pathos par rapport à l'émotion, et logos par rapport à la logique. Alors l'éthos, il y a deux manières de faire de l'éthos. Soit c'est l'éthos universel, c'est qu'on va
invoquer des grandes valeurs, la justice, la liberté, etc. Soit c'est éthique contextuelle, c'est moi j'ai une éthique, moi je ne suis pas un criminel, donc faites-moi confiance. Euh, un scientifique, par exemple, va utiliser l'éthos de manière très pertinente. Il va dire, j'ai étudié le réchauffement climatique pendant 20 ans, donc faites-moi confiance. C'est une manière d'utiliser l'éthos, et à mon sens, une bonne manière. C'est normal de faire confiance à des experts sur un domaine. Il est scandaleux que dans le pays des Lumières, les gens dorment encore dehors. Donc j'invoque la valeur universelle de solidarité et fraternité française, par exemple, pour expliquer que ce n'est pas normal que les gens dorment dehors. L'éthique contextuelle, c'est donc se baser sur sa propre situation pour convaincre. Les politiciens font ça énormément. Poutine qui va essayer d'être proche du peuple en mettant qu'il a une toute petite, qu'il a juste un appartement, un garage et 3 voitures et une caravane, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Ou Trump qui expliquait qu'il allait renoncer à son salaire de président, ce qui est vrai. Éthiquement, ça se défend. Mais l'éthos, ça peut aussi être un moyen de critiquer une personne, notamment de critiquer le fond. Par exemple, Harrison Ford, And if we don't get off our ass and do it now, we're going to lose this place. Bon, Harrison Ford fait un discours contre le changement climatique et il s'en va, c'était à Cannes il y a 2 ans, et ensuite il repart dans son jet privé. Et forcément, la seule chose qu'on a retenue de son intervention, c'est cette hypocrisie entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Est-ce que c'est une bonne raison de critiquer un discours scientifiquement pertinent? Chacun en décide. En tout cas, c'est un argument qui fonctionne. C'est très courant de taper sur l'éthique d'une personne pour dévaloriser son discours. Et c'est important d'avoir conscience de ça. Le pathos, on va jouer sur l'émotion pour convaincre. Donc là, par exemple, 30 millions d'amis qui veut convaincre aux gens d'adhérer ou de donner ou de ne pas abandonner les animaux avec un visage de chien, enfin en tout cas une figure de chien qui reproduit des émotions humaines. En politique, c'est très présent. Ça, c'était Sarah Palin qui a fait ça aux États-Unis. Et sur les réseaux sociaux, c'est très utilisé par les IA pour jouer sur l'émotion. Toutes ces photos sont fausses, bien sûr, histoire de galvaniser et d'engranger du like ou des donations. Beaucoup d'événements sociaux sont partis aussi à partir d'un événement émotionnellement très fort, donc en jouant sur le pathos. Donc c'est pas une mauvaise chose, encore une fois, ou une bonne chose, c'est juste un facteur très, très, très utilisé. La Première Guerre mondiale est partie après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Logos, c'est convaincre par la logique, c'est-à-dire que cette fois, c'est pas par rapport à l'éthique personnelle, c'est pas par rapport aux émotions, c'est mon discours est pertinent parce qu'il est cohérent. D'accord? Un exemple très simple, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est logique, c'est pertinent, on convainc par la logique. Bien sûr, il y a plein de manières de faire une fausse logique. C'est ce qu'on appelle un argument fallacieux ou un sophisme. Par exemple, tous les hommes sont mortels, la reine Margot est mortelle, donc la reine Margot est un homme. Voilà. Ça, c'est fallacieux, donc c'est bien d'avoir conscience qu'il y a des limites à cette logique aussi. Ensuite, je propose aux élèves de faire un exercice pratique. Je divise la classe en 3 catégories. Et en fait, chaque catégorie, donc chaque rangée de classe, par exemple, s'il y a rangée d'élèves, s'il y a 3 rangées, va essayer de défendre un argument. Une partie des élèves en utilisant un argument éthique, une autre partie un argument sur les émotions, pathos, et une autre partie sur la logique. Par exemple, vous êtes ministre de l'économie, il faut augmenter les impôts, comment est-ce qu'on va convaincre? Et donc là, les élèves se prêtent au jeu, généralement font des déclarations, etc. C'est toujours très, très intéressant et ça permet de mettre en pratique. C'est important parce que la rhétorique, ça se pratique plus que ça ne s'apprend. On inverse, donc autre thématique, vous voyez que j'inverse aussi le pathos, logos et ethos, comme ça chaque rangée d'élèves utilisera les 3. Et troisième exemple, les exemples changent bien sûr en fonction de l'actualité, mais ça permet à chaque élève de pratiquer. Ensuite, autre exercice pratique, discours de Martin Luther King, I have a dream, j'ai un rêve, pour que les élèves puissent se rendre compte comment sont appliqués les arguments de pathos, de logos, d'ethos dans l'un des plus grands discours au monde. Voilà, on regarde le discours, j'ai un peu raccourci, il dure 4 minutes, mais ça permet de voir un petit peu des outils utilisés. Et ensuite, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais donner des exemples pour comment bien débattre en fait, comment bien argumenter, comment ne pas essayer de tromper les gens. D'accord? Une des solutions, c'est ce qu'on appelle, enfin qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle l'homme de paille. L'homme de paille, c'est caricaturer le propos de votre contradicteur et d'attaquer la caricature. Par exemple, je sais pas, vous débattez contre une personne féministe et vous dites, de toute façon, vous, les féministes, vous êtes pour tuer tous les hommes et moi, je m'y oppose. Alors, c'est bien de s'opposer au fait de tuer tous les hommes,
mais c'est un argument caricatural, il n'y a pas une féministe qui propose cette solution-là. Donc c'est un argument, enfin c'est très efficace, ça fonctionne très bien parce que ça joue sur l'émotion, sur l'affect, mais bien sûr c'est complètement fallacieux, c'est pas une bonne manière de débattre à mon sens. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est ce qu'on appelle l'homme de fer. L'homme de fer, c'est l'exact contraire de l'homme de paille, c'est dire bon, d'accord, quel est ton argument? Pourquoi est-ce que tu considères, par exemple, pour rester sur cette logique, qu'il y a une discrimination envers les femmes? Et on écoute la personne. On écoute la personne parce que les salaires sont moins importants, parce que les femmes sont plus victimes d'agressions, etc., etc. Une fois qu'on a entendu, avant de répondre, on répète. Alors attends, je vais résumer ton argument et dis-moi si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Et je répète, donc oui, parce qu'il y a une baisse de salaire, parce que des femmes sont plus agressées, etc., etc. Le fait de faire ça, déjà, ça va casser le rythme et l'engrenage de la violence qu'il peut y avoir dans un débat. Ça montre qu'on considère son contradicteur, on la respecte, ce qui est toujours valorisant et qui évite aussi un conflit absurde. Et ça permet de débattre sur le fond. Parce qu'une fois que j'ai bien résumé son propos et que la personne en face est d'accord, eh ben je peux débattre. Ah, peut-être que la différence salariale n'est pas si importante, peut-être qu'il y a d'autres raisons, etc. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, je dis que on arrive sur un contexte beaucoup plus sain pour débattre. Une autre manière de débattre sereinement, de convaincre, c'est d'utiliser des arguments qui vont convaincre l'interlocuteur. Un exemple très présent, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis durant le Covid. Il y avait des arguments différents utilisés pour convaincre les démocrates et les républicains de se faire vacciner. Pour les démocrates, l'argument utilisé, c'était plutôt nous allons protéger les personnes les plus faibles de notre pays, qui sont les plus à même d'être victimes du coronavirus, donc vaccinez-vous pour les protéger. Très bien. Pour les républicains, c'était le vaccin est américain. Même Trump, hein, même si ses supporters sont plutôt anti-vax, lui est très pro-vaccin, pour une raison très simple, le vaccin, c'est américain. Donc c'est une fierté nationale. Et donc ça marche plus pour les républicains, qui sont plus portés sur ces valeurs-là, qui vont dire que le fait de se vacciner, ça va être un moyen de pas être malade et de relancer l'économie américaine. Donc en fait, il y a plusieurs manières de débattre, d'argumenter, de convaincre sereinement, et une des manières, c'est de se mettre de la peau de la personne en face et de se dire, si j'étais elle, quel argument fonctionnerait pour moi? Un exemple que je montre aussi, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, où comment ce journaliste, que je vais pas mettre ici, mais enfin je vais pas mettre la vidéo, mais va convaincre un républicain que le fait de ne pas défendre l'Ukraine, ça peut être mauvais pour les États-Unis. C'est très intelligent. Biden's foreign policy. Pour voir la vidéo en entier, il faudra voir ma formation. Et autre point important, c'est de chercher un point d'accord. En fait, on se rend compte, et c'est un des drames, je pense, de notre société actuelle, toutes les opinions sont polarisées. En fait, sauf que c'est un peu artificiel et très souvent, même les gens qui ont des avis contraires ont des points d'accord. Et une stratégie pour mieux débattre, c'est de chercher un point d'accord. Imagine une personne qui dit « Je suis pour les vaccins car ça protège les gens ». Une personne qui dit « Moi, je suis contre les vaccins car c'est dangereux pour les gens ». Eh ben, il y a un point d'accord. Le point d'accord, c'est on a un point d'accord, c'est qu'on veut protéger les gens. On a juste une méthode différente pour le faire. Et le fait d'acter le point d'accord, en fait, ça n'efface pas les contradictions. Il y a toujours une personne pro-vaccin et une personne anti-vaccin, mais ça montre que l'objectif commun est le même. Donc ça n'empêche pas le débat, mais ça le rend plus serein parce que on est d'accord, on est conscient qu'il y a un sujet. Moi qui débat beaucoup avec des complotistes, souvent je dis ça. Je vais dire, je suis d'accord qu'il y a des gens qui influencent d'autres personnes. Je suis d'accord que tout va pas bien dans notre société. On est d'accord là-dessus. Maintenant, voyons nos points de désaccord. Et en fait, ça rend le débat beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. On n'est pas juste dans un effet rhétorique, on est vraiment dans un débat construit. Un truc important aussi dans ce débat, c'est si une personne affirme un truc incroyable, c'est à la personne de prouver ça. Si une personne affirme que le président Joe Biden, en fait, est un reptilien, ben moi, je peux pas lui prouver qu'il a tort. Parce que quoi que je dise, il va dire, non, mais c'est juste qu'ils sont très bien cachés. Ou alors, c'est juste qu'il a très bien imité l'être humain. Donc, c'est à celui qui affirme de prouver. Si on a conscience de ça, que c'est à celui qui affirme de prouver, on évite beaucoup d'impasses dans le débat. Je termine par un petit exemple typique où j'ai eu un débat avec un élève par rapport euh, à l'homophobie, etc. Donc, j'explique un petit peu les arguments qui sont sortis. Et, je conclus tout simplement. Donc, merci à vous en tout cas. Si cette intervention vous intéresse, donc c'est un peu différent d'esprit critique pur jus, mais je pense que c'est une composante indispensable, surtout de nos jours où on est vraiment noyé dans la rhétorique à tous les niveaux. N'hésitez pas à me contacter. Vous savez comment me contacter, soit sur mon site, soit sur les réseaux sociaux, soit par email.
et je me ferai un plaisir de vous présenter encore plus en détail ce qu'on peut faire avec les élèves. On peut faire encore plus d'exercices pratiques avec les élèves. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont un grand oral, par exemple. Il y a encore beaucoup de choses à voir sur la rhétorique. Vous n'en avez eu ici qu'un petit aperçu. Je vous remercie. Très bonne journée à vous et à bientôt.